Et c'est alors Philippe de l'infomédia du jour. Hikikomori, ce mot ne vous dit sûrement rien et pourtant il fait l'objet d'un documentaire passionnant ce soir sur France 5. C'est un terme japonais qu'on pourrait traduire par se cloîtrer, un terme employé au Japon comme en France pour désigner les reclus sociaux, des jeunes ou des moins jeunes qui ne quittent plus leur chambre, se coupent du reste du monde. Pour les psychiatres, ce mal est encore une énigme. Pour en parler, nous sommes avec la réalisatrice du documentaire. Bonjour Mickaëlle Gagné. Bonjour. Comment sait-on exactement si une personne est hikikomori ? Est-ce qu'il y a une définition précise ? Est-ce qu'il y a des symptômes précis ? Alors, hikikomori, c'est un terme japonais donc qui signifie se cloîtrer. Et être un hikikomori, c'est rester pendant plus de 6 mois enfermé dans sa chambre. C'est la définition officielle du gouvernement japonais et qui est reprise en France aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de personnes qui s'isolent pour méditer, on parle bien de problèmes psychiatriques. Et vous suivez le travail de Marie-Jeanne Gage, elle est psychiatre en France à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle a été l'une des premières à s'intéresser aux jeunes reclus et elle vous raconte ce qu'elle a pu constater parfois lors de ses visites à domicile. J'ai vu des cas extrêmes, j'ai vu des jeunes qui, pour ne pas sortir, ont des bouteilles pour faire leurs besoins dans les bouteilles. Et bon, le cas extrême, c'est d'être enfermé dans le noir avec le plateau repas posé devant la chambre. Vous dites dans le documentaire, ils sont de plus en plus nombreux dans le monde. Quelle ampleur en France ? Alors en France, on n'a pas de chiffres précis puisqu'ils sont invisibles par définition. Ce sont des personnes qui sont reclus, qui se cachent. Mais on pense à des dizaines de milliers de jeunes, plutôt des garçons de moins de 30 ans. Et il y a aussi un chiffre qui a été donné par le ministère de l'Emploi, c'est qu'il y aurait à peu près plus de 900 000 jeunes qui ne sont ni en stage, ni en emploi, ni en formation, donc qui sont invisibles dans les statistiques. On imagine que parmi eux, il pourrait y avoir des hikikomori. Le ministère de l'Emploi en France ? Oui. Et au Japon, les chiffres ? Au Japon, c'est 1 million qui sont répertoriés pour l'instant. Et maintenant, ce phénomène touche le monde entier. Madame Gage-Bourdieu, la psychiatre, a vu aussi des cas en Afrique, en Asie, aux États-Unis. C'est en fait un peu le symptôme d'un mal contemporain. Alors, vous avez réussi à avoir des témoignages de plusieurs hikikomori, des Français et des Japonais. Ce sont des gens hostiles, on l'a dit, au monde extérieur. Ça a dû être plutôt comment avez-vous réussi à les faire témoigner avec la présence d'une caméra? Alors cela a été très très compliqué. Je ne pensais pas, pour avoir travaillé sur des sujets sensibles, d'autres sujets sensibles, que ça serait si difficile. Il a fallu parfois passer par de longs mois de conversation par internet, par mail ou par même des logiciels un peu sécurisés comme Discord, parce que certains sont assez méfiants, même peut-être presque paranoïaques. Ils ont peur du monde extérieur, ils ne veulent pas communiquer. Et souvent, il a fallu donc de longs mois de conversation, parfois les rencontrer seuls, sans caméra, pour qu'ils acceptent. La majorité a accepté, mais à visage caché. Un seul a accepté à visage découvert. Il n'est pas dans le documentaire, mais c'est quelqu'un qui est sorti de son état d'hikikomori. Alors on va entendre l'un d'entre eux, Aël, qui vit enfermé dans une cabane de jardin de 12 mètres carrés depuis 14 ans. Ici, c'est ma chambre. C'est là où je vis les 3/4 du temps, sauf quand je vais aller manger le soir. C'est là où j'ai vécu pendant 14 ans, enfermé dans cette petite chambre. C'était une période de total laisser-aller. Ma chambre n'était pas nettoyée, je ne rangeais plus du tout. Je me lavais que très rarement. J'étais plongé dans ma programmation H24. Une fois que je me suis enfermé, c'était la libération. J'étais bien, j'étais seul, j'avais plus de compte à rendre à personne. Ensuite, petit à petit, je glissais vers une souffrance. En réalité, l'isolement commençait à me peser, puisque je n'avais plus personne à qui parler, à part mon ordinateur. Témoignage très fort. Il va un peu mieux, Aël, non ? Alors Aël va mieux parce qu'il a fait une rencontre. Aël, grâce à un forum de discussion qu'il a lui-même créé, a rencontré une jeune femme. Alors ça peut paraître fou. Comment des gens qui ne veulent pas se rencontrer physiquement, qui n'osent pas sortir, peuvent se rencontrer ? Ils ont discuté pendant des mois via ce forum, et puis ils ont osé une rencontre physique jour. Mais pas n'importe quelle jeune femme. Ah non, c'est une jeune femme qui elle aussi est reclus sociale, qui se définit comme hikikomori, qui elle a eu beaucoup de problèmes dans son enfance, qui est restée des mois, des années enfermée. Mais finalement, ces deux solitudes se sont rencontrées et aujourd'hui, ils arrivent à prendre le train, à aller chez l'un, chez l'autre, à passer quelques mois ensemble, mais toujours dans un huis clos, toujours enfermés dans le chalet de Aël. Et le soir, par contre, ils dînent avec le père de Aël. Donc c'est quelque chose de particulier, mais c'est déjà un progrès pour arriver à sortir. Vous parlez du père d'Aël, ce sont des situations évidemment très dures à vivre pour les parents. Beaucoup témoignent, à visage découvert pour la majorité. C'est le cas de cette maman.
On a pris la décision de faire hospitaliser mon fils parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il vit enfermé dans sa chambre, qu'il ne sort que pour manger et se doucher et que on s'inquiète beaucoup pour lui. C'est toujours difficile de prendre conscience ou de s'avouer que quelqu'un qui nous est proche souffre d'une maladie mentale. Alors on ne sait pas si vraiment c'est une maladie, mais on voudrait surtout que cet état cesse. C'était l'enfant de qui j'étais le plus proche. Et vous avez vraiment un sentiment de perte, voire un sentiment de deuil, parce que vous n'avez plus votre enfant en fait. Vous avez en face de vous un étranger qui ne vous répond pas, dont vous ne savez plus ce qu'il pense, parce qu'il ne s'exprime pas. Donc c'est un sentiment un peu déroutant, quoi. Et autre folie dans la folie, tant que ce soit de la folie, dans certaines familles, vous racontez qu'il y a même une double peine qui arrive, puisque les parents, à leur tour, s'isolent. Bien sûr, les psychiatres parlent de double hikikomori, c'est-à-dire que quand on a un enfant dans cette situation, on souffre énormément, et il y a une certaine honte sociale de ne pouvoir dire aux autres ce que fait son enfant, ce qu'il devient, et surtout on se sent totalement impuissant. Donc on parle de double hikikomori parce que le jeune homme s'enferme, mais la famille s'enferme, elle est elle aussi en retrait social, et n'a plus du tout envie de rencontrer des amis, de voir du monde parce qu'elle a honte de cette situation. Et c'est cette honte d'ailleurs qui est au cœur de cette souffrance familiale. Ça vient du Japon et on va aller faire un tour avec vous et votre caméra au Japon. Un formidable doc produit par Magnéto Presse. Vous montrez surtout le cas d'adolescents ou de jeunes adultes français, mais une partie de votre documentaire se passe également au Japon où là-bas il existe de vieux hikikomori. C'est un vrai problème de société au Japon. C'est un grand problème de société. En fait, ce phénomène est apparu dans les années 90 avec la crise économique, la pression aussi scolaire. C'est une société très dure, la société japonaise. Et dès qu'on sort un peu du chemin que les parents ont choisi, on a des problèmes de grosse pression sociale et familiale. Et beaucoup de jeunes s'enferment en étant totalement déprimés, au fond des burn-out importants. Et c'est devenu un tel phénomène de société qu'il y a plus d'1 million d'ikikomori. C'est reconnu comme une maladie. Et face au vieillissement de la société, c'est une des sociétés les plus âgées du monde, la société japonaise, il y a évidemment des hikikomori qui vieillissent, qui s'enferment aussi parfois d'ailleurs vers 50 ans, 60 ans et qui peuvent mourir seuls. On les appelle d'ailleurs les morts solitaires. Alors vous avez pu recueillir le témoignage d'un japonais hikikomori depuis 34 ans. Il est incapable de rester éveillé toute la journée. Il confie devenir fou s'il est trop longtemps au contact d'autres personnes. Il a vécu des personnes d'enfermement total, tel, je le cite, un homme des cavernes. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il arrive enfin à sortir de chez lui. Enfin, une fois tous les 4 jours seulement. Il n'a plus aucun lien social. Et voici ce qu'il gêne à propos de sa situation. Ce qui me préoccupe, c'est que si je meurs seul, mon corps ne va pas être découvert tout de suite. Il va pourrir et l'odeur va être terrible. Le propriétaire et les voisins risquent de s'en apercevoir. Cela va les gêner. Cela me préoccupe beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Ce qui l'inquiète, c'est l'odeur. 30 000 reclus chaque année qui mourraient seuls, selon les chiffres, sans que personne s'en aperçoive. Est-ce que vous avez eu connaissance de cas semblables en France, de vieux hikikomori? Alors non, je n'en ai pas eu connaissance parce que c'est un phénomène récent qu'on a découvert récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, même si la psychiatre que je suis travaille sur ces cas depuis 20 ans. Mais évidemment que ça pourrait arriver, sauf comme aujourd'hui on connaît ce phénomène, qu'il sort du silence, qu'il sort du tabou. On espère que ça n'arrivera pas. L'idée, c'est de prendre ces cas très tôt, de voir qu'un décrochage scolaire, ce n'est pas anodin, que peut-être derrière cela, il y a une détresse, que si un jeune adolescent ne sort pas de sa chambre pendant plusieurs semaines, il faut faire quelque chose, il faut consulter. Et aujourd'hui, on sait que des médecins sont équipés, sont compétents pour détecter ce mal-être. Donc si les parents nous écoutent, qu'ils sachent qu'il y a des traitements. C'est une profonde dépression, c'est une maladie mentale, c'est une maladie psychiatrique. Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Alors non, en fait, on le définit très simplement, c'est une conduite. C'est-à-dire que, par
exemple, on pourrait parler il y a l'anorexie pour les jeunes filles, on peut se scarifier si on se sent extrêmement désespéré. Et bien là, c'est une conduite, c'est juste un signe. On s'enferme, mais derrière cela, il y a une multitude de choses. Il peut y avoir des traumatismes, un deuil, une séparation qu'on a du mal à accepter, du harcèlement scolaire, des abus sexuels, mais il peut aussi y avoir derrière une maladie psychiatrique. On peut détecter des schizophrénies, des graves dépressions, une psychose. Voilà, il se cache toujours quelque chose. C'est juste un signe auquel il faut être très attentif quand on a des adolescents qui ont tendance à se refermer. Ce n'est pas normal de passer des semaines, des mois enfermés et de ne manger qu'avec un plateau repas déposé devant sa porte. Et justement, on va s'adresser aux parents, s'il y en a qui nous écoutent et qui se posent cette question-là, ce que je ne souhaite pas. L'avenir des jeunes hikikomori est tout de même une source d'angoisse justement pour les parents, comme ceux de Paul que vous avez rencontré. Les parents, Paul est reclus depuis 4 ans dans sa chambre. On écoute les parents. Qu'est-ce qui est très inquiétant quand on voit son enfant dans cette situation ? Deux choses. Est-ce qu'on est responsable ? C'est clair. On se remet en question. Qu'est-ce qu'on a fait ? Où est-ce que ça a péché ? Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas éternel. Qu'est-ce qui va devenir après notre mort, quoi, voilà. Même si, effectivement, on n'est pas de besoin, etc. Mais finalement, à part nous, il n'y a personne, quoi. Voilà, c'est les deux choses. Est-on responsable ? Qu'est-ce qui va devenir ? Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux. On s'en fout. Je veux dire, qu'il fasse n'importe quel boulot, n'importe quel truc. On s'en fout complètement. On veut qu'il soit heureux. Juste que le but, c'est qu'il soit heureux. Voilà. Votre documentaire, Michaël Gagné, est à voir ce soir sur France 5 dans Le Monde en face. Il sera suivi d'un débat. J'en parle parce que justement, vous parlez de solutions et donc vous entendrez ce soir les solutions qu'on peut trouver. Ce sera évidemment évoqué dans le débat. Vous dites que ce phénomène est arrivé du Japon dans les années 90, mais comment explique-t-on l'augmentation de cas dans le monde entier ? La psychiatre Marie-Jeanne Gage, qui témoigne dans votre doc, explique avoir eu des études dans de nombreux pays, de continents différents. Ça n'a donc rien de culturel ou si ? Ou c'est une mode ? Pardon pour ce terme. Non, c'est un peu, ça peut être un peu culturel, mais c'est plus large que cela. En fait, ça ne vient pas du Japon. Ça a été détecté au Japon, repéré au Japon, et ensuite des équipes françaises et européennes se sont intéressées à ce phénomène et ont découvert qu'il y en avait. En fait, c'est simplement parce que la découverte s'est faite plus tardivement qu'au Japon. Alors effectivement, des sociologues, des anthropologues disent que c'est un mal-être contemporain qui serait peut-être le résultat d'une pression assez forte sur les jeunes, avec beaucoup d'injonctions de réussite, de performance que certains jeunes aujourd'hui ne supporteraient pas, avec aussi le fait qu'aujourd'hui on s'enferme facilement dans une chambre, les parents mettent à disposition une chambre et il est plus facile de s'enfermer. Et il y a quelque chose qui n'existait pas il y a 50 ans, c'est à l'ordinateur, puisque sont des gamers, ils parlent, ils sont quand même sur l'ordi, donc ils sont enfermés sans être enfermés. Alors, tout en l'étant. Exactement, ils ne sont pas forcément addicts aux jeux vidéo, mais ils ont cette chambre souvent individuelle que les parents peuvent offrir à leurs enfants, ils ont un ordinateur. Ça leur permet d'être en contact avec le monde, de continuer à communiquer, de jouer aussi, mais ce n'est pas parce que certains lisent beaucoup, par exemple, ou certains sont même des as de géopolitique. Ceux que j'ai rencontrés sont très cortiqués, c'est des gamins, des jeunes intelligents, informés, cultivés, mais effectivement, ils ont cette fenêtre sur le monde. Marcel Proust, qui ne sortait plus de chez lui les dernières années, c'était un hikikomori ou rien à voir ? Alors, je ne sais pas parce qu'on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là. C'est pour ça que je pense à lui. Je pense que c'était surtout un artiste, un grand écrivain qui avait besoin de s'isoler. Peut-être l'était-il. Je pense qu'on en a tous besoin à un moment ou à un autre. Parce qu'il y en a un que vous montrez dans le doc qui est peintre et qui travaille sans relâche. Exactement. Et qui d'ailleurs, son idole, c'est Picasso. Et lui a besoin de cela. Mais il y a une différence, comme le dit très bien la psychiatre dans le documentaire, entre avoir besoin de s'isoler pour créer et refuser toute communication qui, à la longue, de toute façon, rend terriblement malheureux. On ne peut pas vivre sans altérité. Merci beaucoup, Michaël Gagné. Votre documentaire Hikikomori, les reclus volontaires, c'est ce soir sur France 5. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.